Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises avec trois secteurs aujourd'hui. On va parler du tri des emballages, comment l'innovation, l'intelligence artificielle peuvent nous aider. C'est ce que l'on verra avec mon invité Maximilien Pellegrini, directeur général délégué du groupe Suez en charge de la France. Le tourisme ensuite, la fabrique du tourisme vient de tenir sa troisième session. Comment réinventer un secteur qui produit 10% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Enfin, les cosmétiques, vous découvrirez tout à l'heure les produits écologiques de Step One. Voilà, c'est Smart Impact et c'est parti. Bonjour Maximilien Pellegrini, bienvenue. Vous êtes donc, le directeur général délégué du groupe Suez en charge de la France. Le 18 mars dernier, c'était la journée mondiale du recyclage. Vous avez annoncé plusieurs projets innovants pour accélérer ce recyclage. On va les détailler. Mais peut-être d'abord sur le principe général. Il y a l'innovation, il y a la pression réglementaire. Qu'est-ce qui vous semble le plus accélérateur? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est d'abord l'innovation pour vous? Écoutez, les défis qui s'imposent à nous sur la transition écologique sont absolument colossaux et nous pensons que le recyclage joue un rôle absolument essentiel. Oui. Une tonne d'acier recyclé, c'est 60% de CO2 en moins. Oui. Une bouteille de plastique recyclée, c'est 70% de CO2 en moins. Donc on voit bien que l'économie circulaire joue à plein son rôle. Les investissements pour aller dans ce sens de l'économie circulaire sont évidemment importants. Donc l'innovation, c'est le levier qui permet d'anticiper ces investissements et d'arriver in fine à un prix acceptable pour l'usager. Donc je crois que l'innovation joue un rôle essentiel. Mais la réglementation, c'est quand même un aiguillon pour les entreprises. Évidemment, la loi AGEC, ça a été un accélérateur. Évidemment que le gouvernement joue son rôle sur une réglementation extrêmement exigeante, ambitieuse. Tendre de 100% de plastique recyclé à horizon 2025, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut savoir aujourd'hui qu'on recycle 25%. Donc, deux leviers incroyables, l'innovation de nos entreprises pour amener de l'expertise sur le tri, le recyclage, mais aussi, je crois que nous devons faire beaucoup plus d'efforts de pédagogie vis-à-vis des citoyens pour leur expliquer quel est l'impact de leurs gestes au quotidien sur cette transition écologique. Et d'ailleurs, l'innovation peut y aider, puisque l'un des projets innovants que vous avez présenté lors de la journée mondiale du recyclage consiste à encourager le tri des ménages avec un compteur intelligent. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a l'intelligence, compteur? Comment ça marche? Alors, on a lancé effectivement ce qu'on a appelé le compteur déchets, où on arrive à récupérer beaucoup de données sur la fréquence des ramassages, le taux de remplissage, la qualité du tri, à la fois sur la collecte de la poubelle, évidemment, mais aussi sur les points d'apport volontaires qu'on dissémine dans les quartiers pour amener certains flux spécialisés. Et quand on les couple à la sociologie, rue par rue, quartier par quartier, eh bien, on donne aux collectivités des éléments qui permettent de faire de la sensibilité adaptée à l'usage et à la sociologie des quartiers. Et puis, certains clients vont plus loin, ils décident d'utiliser ces données, c'est le cas dans l'Est, où on a quelques références, pour faire ce qu'on appelle de la tarification incitative. C'est-à-dire récompenser le citoyen en bonus et malus en fonction de son geste écologique, c'est-à-dire en l'occurrence son efficacité de tri. Le compteur, pour bien comprendre, il est situé où en fait? En fait, sur les bennes, on le pèse, on mesure la fréquence, on regarde visuellement la qualité du déchet et on couple ça avec d'autres données pour alimenter les collectivités et les citoyens. Autre innovation sur le tri plus efficace, alors là c'est l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. On est dans un centre de tri que vous avez à Limeil-Brévannes. Comment ça marche alors? Bien, écoutez, les centres de tri mécaniques permettent, dans le cadre de l'extension de la consigne de tri, c'est-à-dire en gros la poubelle jaune, d'arriver aujourd'hui à des matières premières recyclées de 90% de pureté. Donc, après l'ensemble des tris mécaniques, le trieur manuel, eh bien, une petite borne optique qui permet d'aller encore plus loin, qui est en bout de chaîne, pour faire des tris avec des algorithmes intelligents, la physionomie, du poids, pour arriver in fine à isoler à 90% le plastique à l'issue de ces usines de tri. C'est une question qu'on doit vous poser plein de fois, mais parce que souvent on se dit, tiens, mais alors moi j'essaie de faire un peu attention, je mets mon plastique, mon papier dans une poubelle, etc. Et puis on a l'impression que quand les poubelles sont récupérées, on met tout dans la même benne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de discours, est-ce que c'est totalement dépassé? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises il y a très longtemps? Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler de recyclage sans un tri efficace. Et le tri le plus efficace, c'est évidemment le tri amont. Qu'il s'agisse des usagers
ou celui des entreprises. Oui. Néanmoins, aujourd'hui, après ce tri amont, eh bien, il y a des étapes de tri ultérieures pour affiner et concentrer en fait les matières potentiellement recyclables et là en avant. Donc c'est extrêmement important et je crois qu'on a fait des progrès. Mais juste pour vous donner quand même un chiffre, dans la poubelle grise ou verte, peu importe en fonction des territoires, mais on retrouve malheureusement encore beaucoup de plastique et donc là aussi le tri mécanisé, sélectif, après, nous permet d'aller plus loin dans cette chaîne. D'accord, donc vous récupérez quand même Exactement. une partie de ce plastique. Autre projet innovant, sur les déchets plastiques complexes. Alors déjà, c'est quoi les déchets plastiques complexes? En fait, on récupère du plastique sur un certain nombre de flux dits spécialisés. On pense là, en l'occurrence, aux déchets des équipements électroniques et électriques qui concentrent un peu plus de plastique. Donc, sur une usine en Seine-et-Marne, on a amélioré nos process avec des systèmes de flottation de broyage pour récupérer encore plus de plastique. On peut le faire aussi sur les résidus de broyage automobile, un autre flux complexe. Donc, tous ces flux un petit peu compliqués passent dans des centres de tri spécialisés et avec des procédés sur lesquels on travaille et on innove et on investit, on récupère encore plus de plastique. Système de flottaison, c'est ce que vous avez dit? Bien sûr, avec des densités un petit peu différentes de manière à dissocier le plastique dans cet amalgame qu'on récupère, les déchets électroniques. Ça semble assez magique quand on entend ça. Ça représente quoi en termes d'investissement? Celui-là, par exemple, là on est à Berville-sur-Seine. Bon, cette troisième ligne représente 1 million d'euros d'investissement. Et le retour sur investissement, vous l'avez... Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est qu'on a des prix des matières secondaires qui se tient extrêmement bien, ce qui permet d'avancer dans l'investissement. Mais je crois que sur le fond, si on veut vraiment avancer sur ce recyclage, il faut qu'on compte le CO2. Aujourd'hui, un produit finalisé avec du CO2 ou sans a évidemment pas exactement la même configuration. Et aujourd'hui, il fut un temps, pas si lointain que ça, où le plastique recyclé n'était pas compétitif par rapport au plastique vierge, compte tenu de l'évolution du prix du pétrole. Donc évidemment, si on y ajoutait le prix du CO2 évité du plastique recyclé, ça donnerait beaucoup plus de compétitivité à ces matières premières recyclées. Encore un chantier, structurer des filières de recyclage pour les nouveaux types de déchets. Alors là, on est sur les batteries. Donc là aussi, c'est un sacré défi. C'est même un défi de filière dont on peut parler. Quelle part Suez prend dans ce défi? Écoutez, quand on regarde l'évolution du parc automobile et le nombre de véhicules électriques à horizon 2030-2035, ça va être une part extrêmement importante. Et donc, on a signé un partenariat avec Eramet, qui est un grand sidérurgiste, pour voir de quelle manière on peut anticiper et recycler ces batteries électriques pour récupérer les métaux rares, lithium, cobalt, pour en faire et en extraire de la black mass, c'est-à-dire un concentrat de métaux rares, qui sera réutilisé ensuite par Eramet avec des procédés innovants pour refabriquer des batteries électriques et rentrer également dans l'économie circulaire. Donc là, on en est où du projet? Aujourd'hui, on a signé un accord de partenariat et de faisabilité pour voir quel type d'usine, quel flux, quel investissement, quel retour sur investissement et quel type de matériaux on peut redonner aux sidérurgistes Eramet. Ça veut dire quoi? C'est une filière française, c'est une filière européenne qui se crée? Alors aujourd'hui, c'est une filière a priori européenne. On va se concentrer évidemment sur la France et l'objectif que nous avons, c'est de sortir l'usine de terre à horizon 2024. Ah oui, donc c'est vraiment c'est demain. Tous ces investissements, est-ce qu'ils sont devenus prioritaires? C'est-à-dire, est-ce que c'est là, dans le budget R&D du groupe, est-ce que c'est là-dessus que vous mettez le plus d'argent? Vous savez que les centres d'enfouissement des déchets en France ont une part extrêmement importante, donc on développe les filières alternatives. Le recyclage doit prendre une part de plus en plus importante, c'est évident. Donc on investit sur les filières, là où on pense qu'on a de la valeur ajoutée, et on aime l'idée du partenariat avec les industriels pour avoir les bons débouchés aval des produits recyclés qu'on est amené à prendre. On a un autre produit et projet extrêmement innovant, c'est le recyclage chimique du plastique. Aujourd'hui, on est sur des procédés mécaniques, donc il faut certains types de résines aval et amont. Et avec ce procédé de recyclage chimique, on a un partenariat avec une entreprise canadienne qui s'appelle Loop. On va regarder de quelle manière on peut élargir les produits qu'on peut amener à nos clients industriels pour utiliser encore mieux ce plastique recyclé. Donc, c'est quasi infini, j'ai envie de vous dire, et donc il faut évidemment innover encore plus. Infini comme le principe de l'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Maximilien Pellegrini d'être venu nous présenter ces innovations réalisées par Suez et ses partenariats. C'est l'heure du débat, on parle tourisme durable tout de suite.
Le tourisme durable, donc, avec mes invités. Alexandre Guérin, bonjour. Vous êtes responsable d'investissement chez Extendam. Et Johanna Wagner, bonjour. Bonjour. Responsable des relations entreprises du master IMI de l'ESSEC. C'est quoi ce master? C'est une formation à la gestion hôtelière, on va dire ça comme ça? Absolument, en 2 ans, Oui. qui fête ses 40 ans cette année. Bon anniversaire. Voilà, et donc qui a formé des directeurs d'hôtels, des directeurs de groupes hôteliers, et de plus en plus de personnes qui changent aussi de secteur, qui vont dans ce qu'on appelle maintenant l'hospitality au sens un peu plus large, qui peut inclure le co-living, le coworking, et tous ces métiers maintenant où on apporte du service aussi au sein des infrastructures. Ouais, on va voir quelle place le tourisme durable prend maintenant dans cet enseignement. Extendam, vous nous rappelez ce qu'est Extendam? Extendam, c'est une société de capital investissement dédiée au secteur de l'hôtellerie. Donc, notre métier au quotidien, c'est d'accompagner ces entrepreneurs du secteur dans leurs projets de développement. Donc on parle de tourisme responsable, de cette fabrique du tourisme. Je vous avais reçu il y a quasiment un an, jour pour jour. Ça existe depuis 2 ans, la fabrique du tourisme. C'était quoi l'ambition de départ? C'est quoi l'ambition de la fabrique du tourisme, Alexandre? La fabrique du tourisme, c'est de se dire que collectivement, on est plus fort, on trouve des nouvelles idées, on affronte des nouveaux challenges. Et ces challenges, ils sont nombreux dans notre secteur. Je pense que les 2 dernières années ont été riches d'apprentissage là-dessus. Et le premier challenge qu'on a voulu affronter, c'était celui du tourisme durable et de toutes les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance de notre secteur. La 3e session de la fabrique du tourisme vient de se tenir. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est quoi le cap, Johanna? Ouais, il en ressort déjà que je pense que l'intuition de base qui était qu'ensemble on sera plus fort est vraiment confirmée parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, donc là c'était la 3e fois, on sent qu'il y a des solutions qui émergent et que l'échange est vraiment source de solutions constructives, concrètes et qui peuvent s'appliquer dès le lendemain quand on retourne dans son entreprise. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ressort? Vous publiez un rapport après cette session avec quoi? Avec des bonnes pratiques à partager? C'est quoi concrètement ce qu'il en ressort? Alors concrètement, ce qu'il en ressort, c'est effectivement un rapport qui contient des fiches pratiques, cette fois-ci 6, autour des grands thèmes de l'hospitality que sont la partie immobilière, la partie opérationnelle et ensuite les parties prenantes. Et ce rapport, en fait, il est basé sur les discussions qui ont eu lieu et sur un travail d'approfondissement par les étudiants du master de l'IMI qui travaillent donc pendant plusieurs semaines à mettre tout ça ensemble et à rendre ça très concret et actionnable. Ouais. Le tourisme est responsable de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il représente aussi 10% de l'emploi, 10% du PIB mondial. Alexandre Guérin, c'est un secteur qui pèse économiquement, qui pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous êtes à la fois un problème et un levier d'action de la transition. C'est un constat tout simple. Je pense qu'on est tous conscients maintenant qu'en effet, nous avons notre part de responsabilité sur toutes ces problématiques environnementales et sociales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut se réunir, pour ne pas subir, mais être proactif sur ces sujets-là. Typiquement, on s'est posé la question du décret tertiaire, qui est clairement une des réglementations qui va venir peser sur le secteur et l'ensemble des bâtiments tertiaires dont fait partie les hôtels. Donc là, on parle de quoi? On parle de la construction, on parle de l'usage? Tout est lié en fait. Ouais. En effet, demain, si je veux construire un bâtiment, celui-ci va devoir intégrer un certain nombre de normes. Si je ne respecte pas ces normes, je ne pourrai pas me financer, donc pas le construire. Mais de même qu'aujourd'hui, si je ne mets pas un petit peu d'intelligence durable dans la gestion de mon bâtiment, clairement, ça ne va plus fonctionner. Et la fabrique du tourisme, c'est ça, c'est de se dire plutôt que de voir ce que je risque de perdre, plutôt penser à ce que je risque de ne pas gagner si je n'active pas ces nouveaux leviers de création de valeur qui existent dans ce contexte de pression réglementaire et environnementale. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Alexandre Guérin, de cette 3e session et de ce rapport? Qu'est-ce qui vous semble, je ne sais pas, soit l'idée, soit l'innovation, soit la bonne pratique la plus forte? Il y a eu des échanges extrêmement intéressants entre des personnes qui travaillent ensemble mais qui n'ont pas finalement souvent l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, autour, par exemple, de repenser la relation entre franchiseurs et franchisés dans le secteur de l'hôtellerie, et justement comment intégrer ces critères repenser cette relation à l'aune de ces nouveaux critères. Pourquoi pas ne pas imaginer un système de bonus-malus entre le franchiseur et le franchisé si je respectais, si je faisais l'effort d'actionner un certain nombre d'actions durables, vertes, dans mon établissement. Et on sent qu'il y a un terrain d'entente, un terrain d'intelligence collective là-dessus,
qui peut être mis en place. Ouais. Ce qui, moi, m'avait frappé il y a un an quand on s'était rencontrés, c'est la démarche collective. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont le plus souvent concurrentes et qui continuent d'ailleurs de se battre pour avoir des parts de marché et qui, là, réfléchissent ensemble. C'est quand même original. Oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on retrouve même on parlait de la construction. Ouais. Il y a quelque chose qui est tout à fait en lien avec cette philosophie-là, c'est ce qu'on appelle la co-construction. En fait, c'est tout simple, hein, c'est beaucoup de bon esprit, beaucoup de bon sens. C'est de se dire, plutôt que d'isoler le promoteur, l'investisseur et le futur exploitant, et chacun avec sa recherche d'intérêt propre, faisons-les dialoguer ensemble dès le début. Pensons l'usage du bâtiment dès le moment où on le conçoit sur une feuille de papier. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi la fabrique du tourisme, c'est de se dire, ces problèmes-là, ne les affrontons pas de manière isolée, mais collectivement. Cultivons cette intelligence collective. Johanna Wagner, quelle part prennent les étudiants de l'ESSEC dans ces projets, dans ce processus ? Comment vous les associez finalement ? De deux manières. Donc pendant la rencontre elle-même, où ils sont là toute la matinée, et donc ils participent aux échanges, ils prennent des notes, mais ils sont aussi là pour proposer des choses. Donc ça leur permet de se rendre compte à quel point ces enjeux-là sont importants. Donc ça les prépare aussi à ce qu'ils vont rencontrer une fois dans l'entreprise. Et ensuite, la seconde partie, qui se passe plutôt derrière la scène, c'est qu'ils font les recherches et ils préparent vraiment le contenu du rapport. Et là, ils approfondissent avec des recherches. Parfois, ils recontactent des participants pour approfondir un petit peu, ils essaient de comprendre le pourquoi. Et donc là, on est vraiment dans un process pédagogique qui est extrêmement intéressant pour eux. À quel point les contenus pédagogiques, justement, ont changé dans ce master en, je ne sais pas, 10 ans, 5 ans? J'imagine qu'on n'apprend plus tout à fait la même chose qu'il y a 10 ans. Non, on apprend parce qu'il y a ces enjeux de tourisme durable. Absolument, absolument. Donc il y a vraiment déjà l'ESSEC qui, de son côté, a intégré ces enjeux-là dans sa philosophie globale et ses objectifs d'apprentissage, objectifs pédagogiques. Et ensuite, au niveau de ce master, par exemple, on a créé il y a 2 ans 4 nouveaux cours qui sont tous les 4 autour de ce thème-là et qui vont du premier cours où on pose les principes de base à des contenus un peu plus techniques sur entreprendre dans le tourisme durable, la finance et le contexte légal d'un manager dans l'hospitality, et enfin un cours où on met les étudiants dans une posture de consultant sur une mission durable pour une entreprise. Et là, on est sur des cas tout à fait concrets et réels d'entreprises qui nous sollicitent et pour lesquels les étudiants effectuent une mission sur un enjeu ESG stratégique pour eux. Alexandre Guérin, on parle de financement, c'est le métier d'Extendam. Est-ce qu'il y a des groupes qui prennent le virage parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à se financer s'ils ne le prennent pas? Vous voyez ce que je veux dire, poussé par le mouvement, sans forcément avoir imaginé ça il y a 10 ans ou avoir un engagement environnemental très, très puissant? Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il est fondamental d'intégrer ces critères ESG dans ces projets. Et c'est important pour l'investisseur, c'est important pour le banquier, c'est important pour le client aussi, le client final, c'est important pour les collaborateurs. Et en fait, on se rend bien compte qu'il est possible de créer un cercle vertueux là-dessus. Mais oui, si la question c'est est-ce qu'un investisseur demain suivra dans ses indicateurs clés de performance des indicateurs en lien avec l'environnement, en lien avec le social, la réponse est oui. Et oui, ils sont de plus en plus importants, et oui, ils font partie de nos prises de décision. Et est-ce que vous intégrez de plus en plus l'extra-financier, finalement, dans la façon d'évaluer, de juger le bilan d'une entreprise? On intègre l'extra-financier, et ce qu'on essaye d'intégrer aussi, c'est une démarche de progrès. Ce qui est important, c'est certes de constater l'existant, mais de surtout réussir à mesurer une progression dans le temps. Une trajectoire. Une trajectoire. En tant qu'investisseur, je cherche à créer de la valeur. Cette valeur, elle peut être financière, mais elle peut être aussi plus durable, ESG, etc. etc. Donc oui, c'est des indicateurs qu'on cherche à suivre et qu'on cherche à améliorer. Est-ce qu'il y a certains des étudiants, là, parce c'était la 3e session, qui ont commencé à travailler et qui insufflent finalement ce qu'ils ont appris de la fabrique du tourisme dans leur nouveau job? Est-ce que vous ressentez ça? Alors, pour l'instant, on est sur des étudiants qui sont allés en première et deuxième année. Donc c'est trop tôt. En revanche, voilà, mais ils se posent vraiment des questions et certains sont venus en me disant comment est-ce que vous pensez que je vais pouvoir trouver un métier qui me permette, par exemple, de rester dans les sujets financiers, mais quand même de sentir que j'ai un impact. Donc, ils ont envie d'avoir cette double compétence et de ne pas avoir une vision, on va dire, très étroite de leur futur métier. Donc, ça les ouvre à ça, en fait. Si vous êtes là ensemble, et ce sera ma dernière question, c'est aussi parce qu'il y a un enjeu de recrutement pour les entreprises du secteur du tourisme. De recrutement, de fidélisation, de progression de carrière, et exactement comme disait Johanna, de recherche de sens. Et ce sens, c'est ce qu'on essaye aussi de
faire remonter à travers des événements comme la Fabrique de Tourisme. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact. On se dit dans un an, hein, rendez-vous, on sera là pour la prochaine session. Sans faute, allez, on passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, et on va parler de cosmétiques tout de suite. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille tout de suite Héloïse Fontaine, la présidente de Step One. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créée quand, cette entreprise, et avec quel a été le déclic, tiens? Alors, je l'ai créé en janvier 2019, mais l'idée, elle est bien antérieure. Ouais. En 2016, je travaillais pour une entreprise en fait étrangère, et un client à nous est venu nous demander en fait de développer un concept simple pour distribuer à des populations reculées dans le Pacifique. Le savon dur était beaucoup trop lourd, les produits liquides étaient trop volumineux à transporter, et il m'a dit sur le ton de la boutade, eh bien, pourquoi pas de la poudre, on mettrait de l'eau de pluie, de l'eau de rivière, et puis on aurait son produit pour se laver, et on pourrait même l'utiliser dans la rivière sans problème. Dans le même temps, dans cette société, on nous demandait beaucoup de produits pour les camps de réfugiés climatiques à l'époque. Et effectivement, je me suis dit pourquoi pas. Et en 2017, j'ai déposé un brevet d'invention. Voilà. Et j'ai attendu quelques années puisque le zéro déchet n'était peut-être pas encore très prenant en Europe. Ce n'était pas un sujet. Mais en 2019, j'ai vu que les gens étaient très intéressés par le concept. Et donc, j'ai lancé en 2019 la société Step One qui est basée à Aurillac dans le Cantal. Par une campagne de financement participatif, et les gens ont été ravis, et on a débuté comme ça avec le gel douche. Alors oui, justement, j'allais vous demander quel produit, quelle gamme de produits on trouve. Alors aujourd'hui, on trouve le gel douche, bien sûr. Après, il y a eu le shampoing, le gel lave-main pendant la pandémie, puisqu'on nous en a beaucoup demandé, le corps et cheveux, après, pour les gens qui étaient un peu plus pressés. Et puis ensuite, on a fait le gel nettoyant visage, et pour finir, le déodorant. Le déodorant, vraiment... ça, c'est du déodorant, ça. Voilà, 6 grammes de poudre dans un flacon roll-on en verre qu'on va recharger, on va remettre de l'eau à l'intérieur, on va secouer, on aura son déodorant sans ingrédients controversés. Donc vous êtes ingénieur chimiste de formation, c'est ça? C'est ça, tout à fait. L'idée, elle est géniale, mais combien d'années de recherche et développement? Ça n'a pas dû être si simple ensuite d'aboutir à la poudre, quoi. Non, c'est pas si simple, et c'est une perpétuelle évolution en fait, puisque nous on fait de la R&D, donc on est obligé en permanence d'innover, de trouver des machines, puisque nous on fait aussi la production, donc ça nous demande des développements perpétuels pour trouver des solutions, parce que nous on travaille en low technologie, c'est-à-dire en consommant très peu d'énergie. À la fabrication. À la fabrication d'énergie, ce qui est un vrai sujet actuellement, et en consommant très peu de matières premières. Donc vraiment, on est déjà, nous, rentrés dans le plan de résilience. Mais en fait, c'est très bien, mais comment vous faites? Justement, ça, c'était l'histoire du brevet, en fait. Et effectivement, nous, maintenant, c'est de développer les machines qui vont bien, puisque ce n'est pas du tout un sujet. Actuellement, ça ne se fait pas, enfin, ça ne se faisait pas, en tous les cas, dans l'industrie de l'hygiène. Et vraiment, notre but à nous, en fait, on la vend à travers notre marque. Vous avez quelques produits à côté de moi, mais notre but, c'est vraiment de rendre la solution pour d'autres marques aussi, enfin, de la mettre à disposition d'autres marques pour qu'elles puissent, elles aussi, dans leur gamme, en fait, j'allais dire, développer des produits qui, comme ça, en poudre anhydre, à reconstituer avec de l'eau pour éviter, évidemment, tout ce plastique et puis cette eau transportée complètement inutilement. Mais alors, les produits, on comprend le faible impact sur l'eau, le transport, les déchets, enfin, il y a toute cette logique, mais sur cette usine, comment ça marche? Comment on est sobre dans la façon de fabriquer ces produits? Alors justement, on est très sobre parce qu'on consomme très peu d'électricité et on a très peu de machines en fait. On a développé sur des machines qui existaient déjà, donc on a contourné bien sûr l'utilisation. Souvent, on s'inspire de l'agroalimentaire et effectivement, on essaye d'utiliser le moins d'ingrédients possible, d'avoir des listes très courtes d'ingrédients aussi, ça c'est très important. Ça répond aussi à une demande des consommateurs. Voilà, de s'approvisionner effectivement au plus près, en France ou en Europe, ne pas aller les chercher trop loin non plus. Et vraiment, on a essayé, en fait, toute notre réflexion, elle est portée sur l'économie circulaire, les préceptes de l'économie circulaire. Et vraiment, le but c'est effectivement d'avoir réfléchi de A à Z, j'allais dire, le produit.
Merci beaucoup, merci Héloïse Fontaine, bon vent à Step One. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent. Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon. À la réalisation, c'était Elisa Bernardo et au son, ils étaient deux. Il y avait Saïd Mamou et Alexandre Larochelle. Voilà, salut à toutes et à tous. Merci encore d'être fidèles à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut. Ce programme vous est présenté par Fédérec. Bonjour à toutes et à tous. C'est la semaine spéciale recyclage sur Bismart, série d'émissions sur ce thème en partenariat avec la Fédérec, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Et j'accueille Mathieu Charrère. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes le président de SRV Vacher, entreprise basée en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Et vous présidez à la Fédérec Centre et Sud-Est. Avec vous, on va parler du rôle des régions et notamment de ce partenariat signé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tripartite. Il y a la Fédérec, il y a la région et il y a l'ADEME. C'est quoi ce partenariat ? Alors c'est un partenariat qui a été signé donc effectivement à l'occasion du dernier Polytech et qui consiste en fait pour notre fédération régionale. Donc simplement pour rappeler, la fédération régionale dans l'univers Fédérec, elle est très importante puisque c'est un certain nombre de régions qui sont fédérées pour créer la fédération nationale. Donc Centre et Sud-Est, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Franche-Comté. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a donc choisi de contracter avec nous, à l'initiative, il faut le dire, du président Laurent Wauquiez, qui veut faire en fait de cette région une région exemplaire par rapport notamment à un objectif en 2030, 0 enfouissement. Et donc nous, l'intérêt qu'on y a vu, évidemment, c'est de participer à cet objectif en décloisonnant nos problématiques et en participant donc avec la région et avec l'ADEME qui est à la fois le cadre et le financeur du processus, donc à cette démarche. Et alors, l'idée, c'est quoi ? C'est d'en faire une sorte de laboratoire pour pouvoir ensuite partager les bonnes pratiques ailleurs ? Alors effectivement, au niveau de Fédérec National, ce qu'on espère, c'est que cette initiative fera florès et qu'on pourra dupliquer dans d'autres régions. Il y a d'ailleurs un certain nombre de régions comme Fédérec Région Parisienne qui a commencé les démarches auprès. Et puis nous avons nous-mêmes écrit à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté pour faire la même chose. Donc l'idée, c'est à la fois, parce que nous sommes un métier extrêmement industriel, d'améliorer notre outil de production, de participer à l'amélioration, à la modernisation de cet outil, d'organiser la montée en compétences de nos équipes, notamment pour faire face aux nouveaux enjeux, aux nouvelles matières, etc. Et puis c'est également donc de permettre, pour ce qui est de la région, une réindustrialisation et donc la dérivation maximum des tonnes par rapport à l'enfouissement, à l'élimination des matières. Et donc voilà, c'est l'idée. C'est ce dont vous parlez prioritairement, l'enfouissement. Il y a d'autres objectifs, moins de déchets ménagers, meilleure valorisation. Mais sur l'enfouissement, on part d'où ? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a, je ne me rends pas compte, une part importante des déchets qui sont encore enfouis ? Alors, ça dépend des gisements. S'agissant par exemple des déchets ménagers, c'est 80% quasiment des déchets ménagers qui sont quotidiennement, et oui, malheureusement, enfouis. Et c'est quelque chose qui est un petit peu schizophrénique, puisque toutes ces matières, puisque les déchets ménagers, c'est des matières également, simplement la moulinette du processus de consommation a fait qu'ils ont été éparpillés, mais c'est des matières qu'on connaît parfaitement bien. Ces déchets sont très majoritairement enfouis. Et après, pour ce qui concerne les déchets d'activité économique, je n'ai pas les proportions en tête, mais on est quand même là sur déjà un recyclage beaucoup plus avancé, sachant qu'en plus, nous, évidemment, notre métier, c'est de repousser les limites de ce recyclage pour réduire vraiment la portion à enfouir à la portion congrue. Voilà. Et d'une manière générale, sur vos métiers de recyclage et de valorisation, ces filières, et là on reste dans l'idée de la région, ça bénéficie aussi aux industries locales, c'est ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'au bout
au bout de la chaîne, il y a des matières réutilisables et qui donc vont bénéficier localement. Absolument. Et quand on parle de réindustrialisation, c'est le recyclage qui peut permettre ça. C'est-à-dire que au lieu de trouver des sourcings qui sont très éloignés, que parfois les crises sanitaires ou les crises géopolitiques rendent incertains, ce qui empêche des investissements, utiliser exploiter à fond le concept de mine urbaine grâce à nos métiers de tri, de préparation de matière, ça permet de resituer en Auvergne-Rhône-Alpes des industries, sachant que Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, c'est la France en miniature. C'est-à-dire que vous avez l'industrie, toutes les industries, le tourisme, l'agriculture, etc. Ouais. Et le maillage territorial, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire ce que vous faites là en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'idée de le diffuser pour que ce soit efficace, pour que le recyclage soit efficace. Alors, c'est absolument la clé. D'abord parce qu'on est des métiers de proximité, on est des prestataires de services qui ne pouvons pas mettre les déchets que nous récupérons chez nos clients, qui sont aussi nos fournisseurs d'ailleurs, sur la route. Et donc, nos métiers ne sont... c'est des emplois non délocalisables. Et donc, le maillage est extrêmement important parce que plus près on est de la production de déchets, des centres de production de déchets, plus on est performant économiquement ensuite pour remettre sur ce même marché les matières qu'on a triées. Merci Mathieu Scharrer, à bientôt sur Bismart et à très vite pour une nouvelle émission spéciale sur le recyclage.